Bonjour, donc Colin Kobayashi, journaliste indépendant, retraité et de Éco-Échange. Bon, l'affaire de Projet Ethos, c'est pas une nouveauté et dans les années 2000, nous en avons déjà beaucoup parlé et j'en ai répété depuis 2011 plus de 10 fois sur la question de Projet Ethos, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Et par ce bref exposé, je tiens à souligner la complicité criminelle de lobby nucléaire français qui se mobilise énergiquement autour de Fukushima depuis 10 ans afin de minimiser au maximum les impacts de la catastrophe de Fukushima d'Haïti, voire de nier les effets néfastes de la radioactivité, notamment à ceux à faible dose. Et donc, voici le contenu de mon exposé. Pour la première partie, ethos à Tchernobyl, et puis deuxième partie, ethos à Fukushima. Et puis à la fin, avant de prendre la parole de M. Kurokawa, je vais parler un peu le contexte de cette affaire Hayano Miyazaki et l'affaire de Christine Fasser. Je me concentre donc par conséquent sur la stratégie de communication de lobby français à partir de projet Ethos qui s'est déroulé en Biélorussie de 1996 à 2001, puis s'est poursuivi à Fukushima à partir de 2011 sur initiative de CUPN, notamment de son promoteur Jacques Lochard et de son bras droit Thierry Schneider. Qu'est-ce que le Centre d'études sur évaluation de la protection de la domaine nucléaire? Le CEPN a été fondé en 1976 sous l'impulsion de Dr Henri Jamet de CEA. Il s'agit d'une association loi 1901 qui ne comptait que 4 membres organisateurs, CEA, EDF, COGEMA, Areva et IRSN. Aujourd'hui, Areva Orano n'est plus membre. C'est une véritable émanation de lobby nucléaire français. Son budget annuel est de l'ordre de 2 millions d'euros. Toutefois, son existence est fondamentalement contradictoire et révèle un conflit d'intérêts étant donné que ces 3 organisateurs pro-nucléaires et industriels travaillent en étroite collaboration dans son évaluation des risques nucléaires avec une institution telle que IRSN. Or, IRSN, dont la mission est en principe de garantir la sécurité de la population face aux risques radioactifs, est complice d'organismes industriels. Face à de telles collusions, l'arbitrage et les rapports scientifiques indépendants ne peuvent être assurés. Il est donc totalement exclu de collaborer avec eux. Qui est son directeur? Jacques Lochard. Jacques Lochard, après des études d'économie, est entré au CEPN en 1977 et on est devenu le directeur en 1989. Il avait pour bras droit Thierry Schneider. Ils ont participé pour le compte de CEA au moment de projet Tchernobyl en 1990 et 91. Jacques Lochard a conçu le projet Ethos, dont il a confié la gestion de Gilles Hériard Dubreuil, directeur de Mutatis. À titre de consultant, ils se sont rendus en Biélorussie avec son équipe entre 1996 et 2004. C'est en novembre 2011 que Lochard est allé au Japon afin d'exposer le projet Ethos devant un groupe de travail d'experts auprès de cabinets de gouvernement japonais sur la question de faible dose radioactive. Il a créé à
Fukushima ensuite un programme de séminaire appelé Dialogue Initiative avec la CIPR. Jacques Clochard a pris sa retraite évidemment en 2016, mais il est toujours depuis 2013 vice-président de la CIPR après avoir été membre de la 3e et 4e commission. Il n'est pas un économiste patenté, ni un scientifique ou un médecin, mais cela ne l'a pas empêché de faire carrière jusqu'au sommet de l'Organisation mondiale CIPR. Pourquoi? En raison de ses talents de coordinateur et de communicant doué pour la mise en place de stratégies pro-nucléaires, dont le projet ETHOS. Au Japon, il est souvent présenté comme un scientifique ou comme un docteur en économie ou encore comme vice-président de la CIPR, bien connu dans le domaine de la radioprotection. Il n'est jamais question de sa filiation avec le CEPN. Existe donc toute allusion aux intérêts communs entre la sphère économique et le pronucléaire. À quoi sert l'invention ETHOS? ETHOS en Biélorussie. Projet ETHOS et sa suite, c'est Corps Sage. Le projet ETHOS a débuté en Biélorussie en 1996, 10 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Une équipe pluridisciplinaire a été créée, composée d'un agronome, d'un spécialiste en informatique, d'un expert de la théorie de la sécurité de système, d'un sociologue et psychanalyste, etc. Bref, toute une brochette d'experts dont pas un ne révèle de domaine de la médecine comme de la santé, le psychanalyste accepté, où on peut s'interroger de la seule présence de cette branche médicale. En résumé, une équipe qui s'est prévalue d'un sérieux scientifique et dont l'objectif était d'établir un programme de formation de radioprotection conçu par le pronucléaire afin que la population locale qui habite sur le long terme dans une zone contaminée se résigne et accepte d'y vivre. Autrement dit, sous le couvert d'une action éthique et humanitaire, une stratégie a été mise en place pour entretenir l'ignorance des habitants sur les dangers encourus et profitant au passage de son désarroi. Ainsi, cette équipe se garde bien d'évoquer des risques radioactifs et ses conséquences sanitaires sur le terrain, alors que 80% des enfants bélarusses étaient malades au moment où l'équipe de ETHOS est passée. Un exemple, Vassili Nestelenko, physicien nucléaire renommé en Biélorussie et fondateur de l'Institut indépendant Belgrade, qui a participé au programme ETHOS, s'est efforcé de soigner les enfants en mesurant leur degré de contamination lors de mesures à anthropogammamétrie. Il a également mis au point un produit à base de pectine de pomme pour élimination de césium dans le tissu humain. Le projet ETHOS a eu deux autres projets similaires, CORE et SAGE, financés par la Commission européenne, devenue comme référence officielle de la communauté européenne. Vous verrez sur le site de CEPN, car il ne faut pas tout expliquer durant ce bref exposé. Résultat, après le passage de l'équipe ETHOS, plus de 300 antennes locales de mesure radioactives de l'Institut Belgrade ont été fermées. Le soin par la pectine n'a pas été soutenu. Des projets similaires ont été lancés par l'ASN comme PAREX ou CORDIPA, comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle en France, dirigé par Mutadis, donc fameux Gilles Hérillard de Broglie, en 2005, s'inscrivant dans le prolongement ETHOS-CORE SAGE, uniquement pour le but de réhabiliter la zone contaminée sur le long terme. Là encore, nous assistons à une cogestion entre la population,
les autorités nucléaires et les institutions publiques afin de gérer prétendument ensemble la situation post-accidentelle et pour normaliser la zone contaminée. Or, laisser la population s'autogérer face à la radiation est une posture d'irresponsabilité totale. Quant à la cogestion, c'est tout à fait utopique. Ethos à Fukushima. Séminaire de dialogue dans la même philosophie d'Ethos. Près d'une vingtaine de séminaires ont été organisés, surtout à Date, ville dont le maire était proche de lobby pro-nucléaire, se sont ainsi réunis aux côtés de Jacques Lochard, des collègues japonais et français, également membres de la CIPR, de la CEPN, de l'IRSN ou de l'ASN, également NEA. Le but de ces séminaires à répétition était évident. Tout mettre en œuvre pour que la population continue à vivre dans la zone contaminée sans être évacuée. Et pour ce faire, responsabiliser les habitants, leur enseigner l'autogestion de la radioprotection, mais en absence complète de soins médicaux, à commencer par ceux dépensés aux enfants. Puis cette association Ethos in Fukushima, née en 2011, transformée en Fukushima Dialogue en 2019. Pour preuve d'étroite complicité, une pseudo-association appelée Ethos in Fukushima, présidée par Ryuko Ando, laquelle a préconisé la recommandation 111 de la CIPR, dont l'auteur rédactionnel n'était autre que Jacques Lochard. Et c'est sur l'impulsion de Jacques Lochard que cette association a changé le nom et s'appelle dorénavant Fukushima Dialogue, pour laquelle l'AISN a créé un beau site en ligne de même nom. Ampleur de la complicité et des implications de l'IRSN avec le lobby japonais. Plusieurs éléments permettent d'interroger la position politique de l'IRSN. Sa participation régulière aux séminaires de dialogue, le fait d'avoir créé un site pour Fukushima appelé Kotoba, Fukushima Dialogue, et qui soutient entièrement la démarche d'Ethos. Dans le magazine de IRSN, Repère, on peut lire dans le numéro 29 d'avril 2016, je cite, en Ukraine, la catastrophe a libéré de strontium et de plutonium très toxiques qui ne sont pas présents au Japon. Fin de citation. Et un des membres de l'IRSN est allé jusqu'à affirmer qu'il n'existe pas de preuve que la dose inférieure à 5000 sieverts par an puisse provoquer des cancers. Autre aberration. Récemment, une chercheuse anthrosociologue de l'IRSN, Christine Fasser, a été licenciée du fait de conclusions qui ne plaisent pas à sa direction, l'affaire dont la presse se fait l'écho déjà. Cette affaire est tout à fait dans le filière d'éthos de cette organisation. Pour terminer, avant l'intervention du professeur émérite M. Kurokawa, je voudrais indiquer le contexte dans lequel cette affaire est survenue. L'affaire de Hayano Miyazaki, en bref, c'est un exemple typique de falsification délibérée des données pour minimiser les effets de la radioactivité. Les professeurs Ryugo Hayano et Makoto Miyazaki, tous les deux très liés au groupe Ethos, ont organisé une série de séminaires avec Jacques Lochard, donc séminaire de dialogue. Ils sont venus très souvent en France pour participer à des séminaires internes organisés par le CIPN ou par l'IRSN. C'est d'ailleurs lors d'un de ces séminaires privés de l'IRSN
que Ryugo Hayano a reconnu avoir eu l'idée de se lancer dans cette recherche, après qualifié de scandale. Pas moins de 6 fois, il est intervenu dans le cadre des séances appelées Rencontres internationales des lycéens de radioprotection, au cours desquelles les élèves effectuent des recherches avec le dosimètre des châteaux. Ces rencontres qui ont inspiré au professeur Hayano et Miyazaki 2 articles mensongers sont régulièrement organisés par le CIPN, IRSN, CEA, INSTN. Les lycéens utilisent des châteaux ou un équipement similaire qui ne sont pas des appareils dosimétriques suffisamment précis quand on veut mesurer la radioactivité ambiante précisément. En fait, ce type d'appareil est d'ordinaire utilisé par les radiologues. C'est toutefois avec ce genre d'appareil individuel que Hayano a prétendu, par la voix des lycéens de Fukushima, que le niveau des doses radioactives aériennes est à peu près équivalent dans le département de Fukushima et dans les régions limitrophes aux doses enregistrées en Europe, France, Pologne, Biélorussie. Et pour étayer ces déclarations, il s'est basé sur les relevés des lycéens. La propagande, évidemment, c'est bien connu et prompte à manipuler la jeunesse. Sur ce, je cède la parole à M. Kurokawa et vous allez comprendre combien ces thèses sont bien évidemment mensongères. Merci.